Nous allons donc reprendre une table ronde santé, à nouveau. Et je suis évidemment très heureuse d'accueillir deux femmes. Sinon, l'innovation... Sinon, l'innovation eût été uniquement masculine. Non, ça n'est pas possible. Comme dirait Madame Pandore, qui est ministre de la Recherche d'Afrique du Sud, mais pourquoi se priver de 50% des cerveaux? Un certain nombre de pays commencent vraiment à s'en rendre compte. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Madame Cécile Le Gallais, Franck Zal et Anne Vincent Salomon pour une nouvelle plongée dans notre corps. Et Cécile Le Gallais, qui est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de biomécanique et de bioingénierie, toujours présidente de la Société européenne des organes artificiels. Oui, c'est tout récent, donc j'y suis pour 2 ans. Pour 2 ans, dans European Society for Artificial Organs. Ça fait plus sérieux, n'est-ce pas? Qui va nous expliciter... J'ai oublié de mentionner, l'UTC Compiègne. Vous êtes basé à Compiègne, mais en ce moment, comme vous me l'avez confié, vous oscillez beaucoup entre Compiègne et c'est université de technologie. Tout à fait. Et l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Donc, elle se balade dans l'Île-de-France et doit avoir des problèmes graves de mobilité. Et va nous parler du concept même d'organes artificiels ou bio-artificiels et approfondira la question de ce que l'on fait avec notre foie, puisque c'est le cœur, si j'ose dire, de ces travaux. Cécile Le Gallais, c'est à vous. Merci pour l'invitation. Déjà, je suis très heureuse d'être ici, un peu varoise d'adoption par mon mari. Donc voilà, donc ça me fait une occasion de venir aussi revisiter le pays. Et je vais essayer effectivement de vous présenter l'état de la recherche et de l'innovation dans le domaine de ce qu'on appelle les organes bio-artificiels, donc en essayant de vous expliquer pourquoi on appelle ça des organes bio-artificiels, et avec un exemple qui est vraiment typique du domaine, qui est donc le foie. Alors pour revenir un petit peu pourquoi on a besoin de ces organes artificiels ou bio-artificiels, c'est un transparent que j'aime bien montrer qui reprend la problématique du don d'organes en France, donc, auquel on est souvent sensibilisé. On nous dit qu'il n'y a pas assez de donneurs disponibles. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe depuis une vingtaine d'années ou un petit peu plus, eh bien, on voit que on a augmenté le nombre de transplantations. La courbe violet, enfin en violet, vous voyez les transplantations rénales. Donc, ils sont passés de 2000 à 3000 à peu près en France en l'espace de 20 ans. Et puis, en ce qui concerne le foie, on greffe maintenant un petit peu plus de 1000 foies par an en France. Donc, il y a eu des progrès, bien entendu, au niveau chirurgical pour améliorer ces techniques. Mais on est sur une espèce de stagnation à l'heure actuelle. On n'a pas assez d'organes disponibles. Et c'est dû à d'autres progrès dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine de la sécurité routière en particulier, puisque la plupart des gens qui donnent leurs organes, malheureusement, ce sont des personnes décédées, hormis le cas du rein où on peut donner un rein de son vivant. Et c'est un paradoxe, mais la diminution du nombre de morts sur les routes, ça fait qu'il y a eu de moins en moins de personnes qui pouvaient donner leurs organes. Donc malgré les campagnes, de toute façon, on sera toujours un petit peu stagnant à ce niveau-là. Et donc quand on met en parallèle le nombre de transplantations qui sont effectuées par an, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'organes. Et on est passé en 90-2000 de 7 à 8 000 patients en liste d'attente à maintenant plus de 20 000 personnes qui sont en liste d'attente. D'une part parce que du fait des progrès de la médecine, eh bien, on pense qu'on peut greffer de plus en plus de personnes plus âgées, dans des santé un petit peu plus fragiles. Mais malheureusement, le nombre d'organes n'augmente pas. Donc on est face à cette pénurie. Cécile, j'ai été frappée quand vous m'avez envoyé ces chiffres. 20 000 personnes, il me semble que dans les campagnes de publicité, on devrait dire le nom d'une petite ville qui a 20 000 personnes et dire, voilà, cette ville
c'est ce nombre de gens qui est en attente de greffe. Oui, tout à fait, qui ont besoin d'un organe et qui attendent. Alors certains vont attendre dans des contextes type hémodialyse, un rein artificiel, mais d'autres ne vont pas bénéficier d'un organe et vont décéder sur les listes d'attente. Donc c'est vraiment, même si on entend beaucoup ces campagnes de dons, finalement on se rend compte que c'est largement insuffisant par rapport aux besoins. Donc à partir de là, eh bien, il faut penser à d'autres solutions pour suppléer les organes. Donc effectivement, la solution de base, c'est l'échange standard, entre guillemets. On va remplacer l'organe déficient par un organe sain. Donc ça, c'est la greffe, la transplantation. Donc je vous ai expliqué juste avant la problématique. Et donc si on ne peut pas passer par ce biais, eh bien, on a à l'heure actuelle différentes solutions. Alors par le passé, et encore à l'heure actuelle, on a beaucoup pensé à remplacer les fonctions de l'organe. C'est-à-dire qu'on essaye en tant qu'ingénieur d'identifier les fonctions de l'organe. Un rein, par exemple, ça filtre le sang, eh bien, on va faire un filtre artificiel pour remplacer les fonctions du rein. Donc ça, c'est l'hémodialyse. C'est ma petite case en bleu là, sur la diapositive. Donc on identifie la fonction et on la remplace par un moyen purement artificiel. Donc c'est ce qu'on appelle un rein artificiel ou un cœur artificiel pour remplacer la fonction de pompe cardiaque. Mais on peut penser à d'autres stratégies et plus récemment, donc on a pensé plutôt en termes plutôt que de remplacer la fonction, de se dire un organe, il a une certaine organisation dans le corps humain, c'est aussi cette structure qui lui confère ses propriétés. Et donc, essayons plutôt de réparer la structure. Et ça, c'est plutôt les techniques de thérapie cellulaire où on va injecter des cellules de façon localisée pour essayer de réparer in situ le tissu qui ne fonctionne pas bien. Donc, il y a des études à l'heure actuelle, par exemple sur le myocarde, sur le muscle cardiaque, où on va injecter des cellules souches en s'attendant à ce qu'elles retrouvent des caractéristiques et qu'elles recréent la structure du muscle cardiaque. Et la dernière façon d'approcher ce problème, c'est plutôt d'essayer de reconstruire. Donc là, on va essayer de reconstruire au laboratoire l'organe déficient ou un tissu déficient. Et donc, on va employer ce qu'on appelle des techniques d'ingénierie tissulaire. Donc, c'est bien pour ça qu'on parle de science de l'ingénieur. On va mixer vraiment des approches. On va utiliser des matériaux, de la mécanique des fluides, etc. Et au sein des structures que l'on va reconstruire, on va mettre des cellules et on va faire l'hypothèse que les cellules dans ce dispositif externe, ou en tout cas que l'on cultive au laboratoire, vont remplir exactement les mêmes fonctions que celles qu'elles remplissaient dans l'organe. Donc je vais vous donner l'exemple du foie, puisque là on est sur effectivement une approche d'ingénierie tissulaire dans le cadre des recherches que je mène. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette approche d'ingénierie tissulaire? Eh bien, d'abord, on a eu des réflexions d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, le foie a un certain nombre de fonctions dans le corps, quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut les remplacer par des moyens purement artificiels? Et quand j'ai commencé à travailler avec des cliniciens sur le domaine, c'est parce qu'on est venu nous voir à l'UTC en disant, bon, à l'UTC, université de technologie, vous devez savoir bricoler, donc nous, on a besoin que vous nous bricoliez un nouveau foie. On avait déjà bricolé du rein précédemment, dans les années 70-80. Et donc est arrivée cette problématique du foie. Et donc moi, tout naïvement, j'ai dit au médecin qui venait me voir, d'accord, mais dites-moi quelles sont les fonctions du foie. Et il m'a dit, je ne peux pas vous les dire parce que je ne les connais pas toutes. Alors là, effectivement, c'est embêtant parce que si on est sur cette approche, j'identifie les fonctions et je les remplace, quand on vous dit qu'on ne connaît pas les fonctions, c'est un petit peu plus compliqué de répondre à la question. Alors effectivement, il faut savoir que le foie dans notre organisme, il fait un peu tout. C'est une usine, donc il transforme tout ce qui provient de notre alimentation, donc que ce soit l'alcool, que ce soit les aliments, en particulier les graisses. Il transforme aussi les médicaments pour les rendre ce qu'on appelle biodisponibles, donc et actifs sur d'autres cibles. Il stocke beaucoup de choses, il stocke les sucres, il stocke des vitamines, il stocke aussi les graisses, donc c'est pour ça que vous avez un petit foie gras là, qui se balade dans un des hexagones. Et puis il fabrique aussi beaucoup de choses, il fabrique pratiquement toutes les protéines de notre corps, l'albumine qui est assez majoritaire, mais aussi des facteurs de coagulation, etc. Donc effectivement, si on pense à une approche artificielle, ça ne va pas marcher parce qu'on ne va pas pouvoir une à une prendre même ces fonctions identifiées et puis les remplacer. Donc on s'est vraiment dit, il y a une 15-20 ans, on s'est dit finalement ce qu'il faut faire, c'est prendre les cellules de foie parce qu'elles fonctionnent, elles savent faire tout ça dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces cellules de foie se sentent bien et fonctionnent correctement dans un autre dispositif? Donc c'est les approches d'ingénierie tissulaire.
Et donc, nous, à l'UTC, on a travaillé sur... Il y a plein d'équipes dans le monde qui travaillent sur ces dispositifs. On s'est dit, en fait, on va marier différentes technologies qui sont déjà utilisées dans d'autres domaines. En particulier, on connaissait bien les techniques d'encapsulation qu'on utilise, par exemple, dans l'agroalimentaire pour encapsuler des arômes dans les yaourts, par exemple, des choses comme ça. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre nos cellules de foie dans ces petites billes là, que vous voyez au milieu, qui sont des billes en alginate. Alors l'alginate, c'est un matériau qui est issu des algues, qui est poreux et donc qui est très neutre envers les cellules. Et regardons comment ces cellules se comportent dans ce matériau. Effectivement, dans ce matériau, les cellules, si on les cultive bien, eh bien, elles vont remplir des fonctions qui sont assez similaires à celles des fonctions qu'elles ont au sein de notre propre organisme. Et ensuite, il y a deux idées. Il y a une idée, si on a ces cellules fonctionnelles dans les petites billes, est-ce qu'on peut directement les implanter pour un traitement à long terme, ou pour un certain nombre de pathologies, on a ce qu'on appelle des hépatites aiguës, pour lesquelles on a besoin d'un traitement plutôt à court terme. Et donc, on s'est dit, déjà, le plus simple, c'est peut-être d'essayer de faire cette preuve de concept à l'extérieur du corps pour des traitements sur du court terme. Et donc, c'est le schéma que vous avez à gauche, où on parle d'un foie extracorporel. Donc l'idée, ça va être de remplacer les fonctions du foie pendant quelques heures, pendant quelques jours, pour permettre soit au patient d'attendre une transplantation, dans le cas où il est dans un état assez critique et il a vraiment besoin d'avoir ses fonctions hépatiques qui sont maintenues, voire, dans un certain nombre de cas, le foie va être capable de se régénérer tout seul. Parce qu'on sait que, depuis la mythologie, depuis Prométhée, que le foie peut se régénérer. Et donc, si on passe cette étape très, très critique, eh bien, laissons la chance aux cellules du foie, finalement, de se reproduire et de recoloniser l'organe natif. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'implanter. On va faire vraiment un traitement sur du court terme. Au passage, c'est exactement la même chose qu'on a fait en hémodialyse, c'est-à-dire qu'au début de l'hémodialyse, le rein artificiel, on a traité des patients qui étaient en maladie aiguë, et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'avancée des technologies, maintenant on traite des patients en chronique, puisqu'il y a plus de 2 millions de personnes dans le monde qui sont traitées pour une insuffisance rénale chronique avec la technique du rein artificiel. Et vous voyez que ça, c'est plutôt les progrès au fur et à mesure, les innovations qui ont permis de le faire. Alors, où en sommes-nous actuellement? Donc là, je travaille avec l'hôpital Paul Brousse, le centre hépatobiliaire, qui est le premier centre de transplantation hépatique en France. C'est très motivant parce que les cliniciens n'ont pas d'alternative à la greffe. Pour l'instant, les patients qui n'arrivent pas à transplanter, ils meurent, tout simplement. Donc là, on sent qu'il y a un réel besoin. Donc, et en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. On en a parlé précédemment. Donc, Cécile, vous m'aviez écrit que ces cliniciens de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, on pourrait presque considérer que c'est des leaders européens. Ah oui, tout à fait. Oui. En France, il y a 2 ou 3 grands centres de transplantation hépatique. Il y en a un à Berlin, il y en a un à Londres. Et à Paul Brousse, ils sont vraiment très en avance dans le domaine. Ils ont testé beaucoup de technologies et ils ont une très grande connaissance des maladies hépatiques aussi. Donc voilà, c'est sûr que c'est vraiment les leaders. Je vous disais tout à l'heure, de façon anecdotique, c'est qu'au début, quand on a développé ce projet à l'UTC, on n'osait pas trop les voir parce qu'ils nous semblaient tellement au-dessus de nous. C'était un peu le Graal à atteindre, là, mais on voulait vraiment être sûr de ce qu'on faisait avant de pouvoir aller les rencontrer. Et puis finalement, c'est les médecins ou comme les chercheurs, c'est des gens très simples. Ils ont envie qu'on avance. Et donc, ils ont vraiment beaucoup poussé pour travailler avec nous. Et aussi encourager les industriels à s'investir dans le domaine, parce que là, on est sur de la technologie de pointe. Il ne faut pas tout refaire, il faut vraiment s'appuyer sur ce qui existe déjà. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est justement d'adapter en fait, un dispositif qui est utilisé normalement pour de la dialyse, donc pour du rein artificiel, où on sait déjà faire cette circulation extracorporelle, et en ajoutant les éléments essentiels pour remplacer les fonctions du foie, qui sont donc ces cellules qui sont encapsulées dans ces petites billes. Et les billes sont placées au sein de ce qu'on appelle des bioréacteurs. Donc, si vous voyez sur l'image, il y a 4 colonnes un peu orangées là, sur le bas du dispositif. C'est là où se trouve le foie bioartificiel. Et l'idée, c'est qu'on va perfuser le sang du patient dans ces colonnes, et donc que les échanges vont se faire avec les cellules qui sont encapsulées dans les petites billes, et qu'on va finalement reproduire la perfusion que l'on a dans un foie normal, puisque le foie, vous savez que c'est très rouge, c'est un organe qui est très perfusé. Eh bien, on va faire ça dans ce dispositif à l'extérieur du corps. Donc, on a travaillé avec une société qui a un centre de recherche en France. On a eu de la chance par rapport à ça. Ça facilite quand même les échanges pour mettre au point ces dispositifs. Et donc là, on a fini nos
essais de qualification qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, et on est dans une phase avec un financement de recherche hospitalo-universitaire au sein de l'hôpital Paul Brousse pour pouvoir mener les essais qu'on appelle précliniques pour ensuite, si ça fonctionne, bien entendu, pouvoir aller sur les premiers essais chez l'homme. Qu'est-ce que c'est le préclinique dans ce cas-là? Alors, le préclinique, dans ce cas-là, c'est très compliqué, c'est très controversé. Bon, vous avez entendu parler un petit peu d'expérimentation animale. Là, on fait face à deux problèmes. Si on veut faire de l'expérimentation animale, parce que c'est demandé à l'heure actuelle par les instances de réglementation, on ne va pas faire des essais chez le rat avec ce dispositif, parce que vous voyez que c'est un dispositif qui est à échelle humaine, donc il est qualifié pour l'échelle humaine, il n'est pas qualifié chez le rat, puis de toute façon, on ne pourrait pas brancher un pauvre rat sur un dispositif de cette taille-là. Donc c'est très difficile à mener. D'autre part, on met des cellules humaines dans le dispositif, et on peut se poser la question de la pertinence, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des modèles animaux pour utiliser des cellules humaines. Donc on part plutôt sur un modèle de gros animal, qui est le cochon. Il faut savoir que le cochon est très proche de nous en termes métaboliques quand même, hein, puisqu'il a une alimentation qui est très variée. Mais moi, je suis honnêtement pas du tout persuadée que ça va nous servir à grand-chose pour prouver l'efficacité du dispositif. Bon, mais on est obligé de passer par là à l'heure actuelle pour pouvoir avoir les autorisations ensuite d'essais cliniques. Encore une fois, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution, mais c'est celle qu'on nous impose, donc il faut y passer. Hein. Et ça peut durer longtemps ? L'idée, c'est que ça dure le moins de temps possible, mais après, ça coûte cher, hein, donc c'est toujours la même chose. On en revient toujours au nerf de la guerre, donc ça va prendre 1 ou 2 ans de faire ce genre d'essai. Oui. Après, on ne va pas vous accuser d'avoir trop tardé pour faire aboutir vos essais ? Il faut prendre le temps qu'il faut. Je pense que c'est ça qui est important. Et là, on en est vraiment au stade où on sait que notre dispositif, il fonctionne a priori, les cellules fonctionnent. Donc ça, c'est quand même déjà un point important. Et voilà, l'étape d'après, c'est de faire correctement les essais précliniques, hein, comme on discutait précédemment. Ça pourrait être des essais compassionnels directement chez le patient, je pense. Ça a été fait hein, par le passé, mais il faut reconnaître que la réglementation s'est beaucoup durcie dans le domaine. En même temps, c'est des nouveaux moyens thérapeutiques, hein, on ne les connaissait pas précédemment. D'utiliser ces cellules, ça pose quand même beaucoup de questions. Et donc à l'heure actuelle, la réglementation, c'est de dire, puisqu'on ne sait pas trop ce que c'est, on ouvre le parapluie ou le bouclier réglementaire pour mettre le maximum de sécurité en phase préclinique avant d'aller chez l'homme. Bon, sachant qu'à côté de ça, mes collègues transplanteurs, ils voient encore des patients décédés parce qu'on n'a pas de moyens à mettre à leur disposition. Pas facile d'un point de vue éthique. Hein. Oui. Vous avez fini ou bien ? J'ai fini, voilà. Donc, Justement, avant que vous ne passiez la parole à Franck Zal, vous me disiez, peut-être l'avez-vous dit, vous m'en excuserez si je ne l'ai pas remarqué, que justement, là, c'était la réglementation européenne qui vous coinçait un petit peu, parce que ces organes bio-artificiels sont considérés comme des médicaments. Tout à fait. Oui. Depuis combien de temps c'est comme ça ? C'est comme ça depuis le moment où on a commencé à voir les premiers essais cliniques se mettre en place, c'est-à-dire la réglementation, elle date de 2007, hein, et après elle s'est installée progressivement. Donc il y a eu paradoxalement des essais avant, hein, dans les années 2000, il y a eu des essais déjà de foie bioartificiel chez l'homme, Paul Brousse en a fait. Et puis on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux dispositifs, on ne les connaît pas bien. Donc qu'est-ce qui à l'heure actuelle nous fait faire les essais les plus rigoureux en termes de nouvelles thérapies, c'est le médicament. Ce n'est pas du dispositif médical. Et donc du coup, plutôt que de considérer que c'est un dispositif médical un petit peu amélioré, ce qui est quand même, moi je pense, le cas pour le dispositif que l'on développe, parce que vous voyez que c'est quand même une machine à l'extérieur du corps, donc on n'implante pas, bien non, on a dit... On couvre ça s'appelle des Advanced Therapies, médicaments combinés de thérapies innovantes pour l'agence française. Et voilà, on applique la réglementation du médicament. Ça veut dire que là, il nous faudra des années et des années avant d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc il faudra voir, je pense que ça va évoluer, puisque sinon il n'y aura plus d'innovation dans ce domaine-là. Donc on espère aussi qu'à un moment donné, les pouvoirs publics vont se rendre compte du frein que ça peut... C'est la même chose aux États-Unis, parce qu'on parle par exemple de pancréas artificiel depuis je ne sais plus combien de temps, mais est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes règles ? Alors, si ça peut passer par la réglementation des maladies orphelines ou en compassionnel, on peut arriver à le faire, mais là, ça devient plus rigoureux en Europe qu'aux États-Unis à l'heure actuelle.
Donc, on en reparlera certainement dans la discussion. Merci Cécile Le Gallais, c'était très clair. Franck Zah.